avec Grandin parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, on parle vraiment des mêmes choses et donc des mêmes avantages, des mêmes problèmes aussi dans la relation avec les clients. Mais en même temps, moi, j'ai axé justement la présentation sur un autre type de méthode qui est assez intéressant, qui est plus justement axé ethno et qui donne une bonne complémentarité, je trouve. Moi, je me présente, je m'appelle Alessandro Catania et je suis en fait, directeur de la recherche utilisateur chez Atoma. Il y a une autre agence qui est ici basée à Paris. Et donc, on va parler de recherche ethnographique pour comprendre le comportement des utilisateurs et les usages en contexte. Recherche avec le client. Et donc ça, c'est le premier point qui a déjà été évoqué. Le client, il faut qu'il voit ce qui se passe. Donc de quoi, concrètement, en fait, je vais présenter juste, comme on est un peu court, je vais présenter juste un exemple concret de projet qui a été mené de ce type-là. Et justement l'exemple de l'immersion comme un outil vraiment pour amener de la compréhension et le test des usages des produits et services en contexte. Alors de quoi on parle? J'ai bien aimé la petite note sur le site de Product Tank en fait sur la recherche ethnographique. Donc effectivement, collection of empirical data and human cultures to leverage blablabla. Bla, bla. Donc on s'imagine toujours des choses vraiment recherche ethno, les aborigènes. En fait, dans la vraie vie, la recherche ethnographique, c'est observer, enfin aller là où il y a quelque chose qui se passe, où il y a mes utilisateurs, observer et comprendre les choses que les gens font là où la chose se passe vraiment en fait. Donc concrètement, ça prend plutôt cette forme-là, c'est-à-dire être dans la nature en fait, avec les gens qui utilisent dans ce cas-là une application. Et c'est le cas dont je vais parler. C'est quoi votre petit truc ? C'est un GoPro pour filmer en fait. Comme ça, moi, si je suis seul, j'enregistre tout, ça enregistre l'audio, et il y a quelqu'un qui éventuellement prend les notes, et il ne faut pas être 5. Et donc, pourquoi cela? Parce qu'il y a la première règle de l'usabilité, c'est qu'il ne faut pas écouter les gens. Parce que... Ils ne savent pas ou ils mentent. Hein? Parce qu'ils ne savent pas des fois ou ils mentent. Pour 1000 raisons en fait. Évidemment, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Il faut écouter les utilisateurs, mais en même temps, c'est pas la loi. C'est-à-dire qu'il faut avoir, comme disait Grandin, quelqu'un qui a un minimum de recul pour pouvoir dire, ouais, le mec il a dit ça, mais en fait, c'est pas ça le problème en fait. Donc, faire attention à ce que les gens font et pas uniquement à ce qu'ils disent. Et tout ce que moi je dis, comme ça, je dis normalement j'ai ces problèmes-là, ou j'ai aucun problème avec ça, typiquement ça, alerte tout de suite. J'ai aucun problème avec cette interface. Normalement, il n'y arrive pas. Et aussi, oui, ça va m'intéresser. Des exemples, récemment, j'ai eu affaire avec quelqu'un j'ai exploré un peu son parcours, c'était un entretien, il me disait moi je fais aucune préparation de cet achat-là, j'y vais toujours à l'arrache. Bon, très bien, je te propose des services, génial ce catalogue online qui me permet d'explorer toute la liste des produits comme ça. Mais en fait non, ça colle pas du tout. Tu viens de me dire que tu fais aucune préparation de l'achat, tu vas jamais aller partir sur un catalogue online alors que tu viens de me dire que tu prépares rien. Un exemple, il y a des choses que les gens font et qui ne disent pas. Et par exemple, des personnes trouvent leur route en fait dans un lieu complexe, mais ils ne savent pas forcément pourquoi en fait. Donc ils seraient incapables de t'expliquer pourquoi. Donc du coup, il faut les observer. Et aussi, il y a des choses qui se passent uniquement dans le contexte. Et ça, c'est mon préféré, parce que typiquement, il y a des choses que si on demande, si on teste en salle, ce problème-là ne va pas se matérialiser, parce que c'est dans l'usage en contexte que ça se matérialise. Typiquement, on a eu affaire avec une interface d'une borne, et à un moment donné, on a dit, écoutez, on met le truc juste à l'extérieur, et ça a fait apparaître le problème que le temps d'interaction de tout le cycle d'interaction, c'était assez long, c'était à l'extérieur, et donc quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils attendent sous la pluie, panique. C'est un énorme problème qui avait été anticipé. Donc, je vais présenter un projet de user testing sur le terrain avec les clients qu'on a fait pour Decathlon. Donc, c'est quoi le contexte? Il y a une app pour la randonnée en montagne. Et elle est faite, c'est une bêta.
Par contre, il y a des petites frictions. Enfin, les gens, les product managers, ils ont des petites incertitudes au niveau d'une part, de l'ergonomie. Et donc, ils souhaitent tester ça pour s'assurer que ça fonctionne vraiment bien. Mais aussi en termes de c'est quoi le cœur du service, en fait. Donc, ça, normalement, je suis bien d'accord. Ce problème-là, quand tu arrives sur une bêta, il faudrait l'avoir réglé bien avant. Mais on ne sait jamais, parce que les organisations, c'est des univers complexes. Donc il se peut que pour une raison X ou Y, tu arrives à la fin avec un truc et tu dis « Putain, j'ai ça ». Bon, bref. Donc, nous, le challenge, c'était de comprendre justement comment différents types d'utilisateurs, plus ou moins techno, plus ou moins rando, réagissent à la proposition de valeur du produit lui-même, mais aussi en même temps des différentes fonctionnalités pour avoir une lecture plus fine. Et en même temps de tester l'ergonomie, enfin l'usage en fait de tout ce qui est UX pour des recommandations d'évolution. Donc qu'est-ce qu'on a fait? L'approche ethnographique. Donc très bien, on va faire une audit déjà. Très simple, très léger, mais surtout en immersion. C'est-à-dire, je ne vais pas moi étudier le truc, tu me files l'appli, j'étudie si la grille est respectée. Très bien, je pars à la montagne et j'utilise le truc pendant 5 heures et derrière je te dis qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'était un peu pour se mettre bien dans le bain. Après, on a fait des entretiens avec 12 utilisateurs, donc c'est le nombre magique plus que 10. Et des entretiens, alors pourquoi 12 et pas 5? Parce qu'il y a une problématique de segmentation. Si tu as 5 personnes, tu vas savoir absolument que dalle, tu vas avoir aucune chose pertinente entre les gens plus ou moins dans les applis, plus ou moins techno ou plus ou moins randonnée. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum des mini-groupes quelque part dans tes 12. Si tu as 5 personnes et tu as une personne qui est très techno, qui fait plein de rando, tu peux pas. Enfin, c'est une petite chose. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Des entretiens avec des personnes in situ et après une rando. C'est-à-dire que d'abord, ok, on regarde, on comprend qu'est-ce que tu fais normalement, etc. Très bien, tu m'as dit plein de choses. Maintenant, on va vraiment l'utiliser. Et là, on se rend compte que, par exemple, moitié des choses qui avaient été dites auparavant, pas vraiment, en fait. Ah, ça, c'est génial, je vais le faire tout le temps. Oublié, cette fonctionnalité totalement oubliée une fois qu'on sort. Et donc on en a fait pas mal, c'était des choses assez lourdes en fait. Ça c'est sympa en fait, on en parle parce que on est parti à Chamonix pendant une semaine. Donc, je veux dire, il y a pire. Et après, à un moment donné, on a aussi fait des espèces de focus group en hauteur. C'est-à-dire des grosses randos de 4-5 heures. Et c'était vraiment... j'ai jamais été aussi mal devant un client. Parce qu'évidemment, en plus, eux, ils sont à fond dans user testing, donc ils font plein de randos, ils habitent là. La dernière fois que je les ai appelés, elle m'a dit désolé, je répondais pas, j'étais au ski à midi, la pause de midi, il fait du ski. Bon, bref. Donc l'audit, d'abord, après des entretiens avec un protocole un peu classique, mais qui se conclut en fait, c'est pas deux choses séparées en fait, c'est vraiment on fait l'entretien qui se poursuit à l'extérieur. Et on se rend compte que en fait, on lit que dalle parce que les contrastes sont mal faits et avec le soleil, on voit rien. Donc des choses qui se produisent uniquement en contexte. Et après, une espèce de focus group. Donc vous voyez, c'était plutôt sympa en fait. C'est fatigant. C'était ultra crevant. C'est-à-dire que suivre les mecs avec le bloc-notes. Les 10 premières minutes, tu es à fond, tu commences à dire ah génial, ben alors là, avec ça. Ah tiens, l'application, vas-y, je mets enregistrer et après je récupère l'enregistrement de l'écran derrière. Non, mais du coup, pourquoi je dis ça? Parce que un des points clés de cette démarche-là, c'est que ça arrivait en deuxième temps, c'était un peu moins cadré. Et donc ça répond un peu à un des points que Grandin évoquait. Il faut que ça soit maîtrisé. Dans un deuxième temps, tu peux te permettre d'avoir quelque chose d'un peu moins cadré, parce que la chose la plus importante, c'est que il y a ton client là et qu'il voit directement ce qui se passe. Et les était avec toi aussi? Alors, dans ces photos-là, c'est qui le client? L'utilisateur final. Non, mon client. C'est-à-dire que là, par exemple, eux, c'est des utilisateurs, oui. Et elle, c'est la personne responsable du projet.
De chez Decathlon. Oui. Lui, c'est un autre de chez Decathlon. Et eux, c'est des utilisateurs. Ça ne peut pas biaiser les résultats? Mais justement, c'est pour ça qu'ici, on peut se permettre de quelque chose d'un peu moins cadré, parce que les entretiens, c'est moi qui les fais. Et eux, ils ne sont pas là. Une question directement du contexte. Est-ce que vous dites à tout le monde qui sont comme ça en tant qu'utilisateurs, Ouais. vous ne prévenez pas qu'il y a une personne de chez Decathlon? Non, on le dit. Parce qu'à ce stade-là, nous, en fait, on avait fait une grosse partie, enfin, on avait déjà assez de matière pour pouvoir répondre à tout un tas d'objectifs. Et donc, l'objectif de ça, c'est pas tant de recueillir encore plus de matière, c'est d'avoir un maximum de buy-in. Je fais un exemple. Disons qu'un tiers du périmètre fonctionnel de l'application, c'était des fonctionnalités à utiliser pendant la randonnée, de enrichissement du parcours, etc. 2 mecs sur 5, il arrive avec des baguettes. Donc le mec, il arrive, il fait... Et en fait, l'appli, je l'utilise comment? Enfin, un tiers du truc. Ok, peut-être pour une V2. Pas de question. Moi, c'est la force de l'évidence. Donc, faire des exemples. Voilà. Les baguettes à les mains. C'est-à-dire, on ne va pas l'utiliser de manière intense pendant qu'on est en train de faire la randonnée. Donc il y a un tiers des choses qui sont développées qu'on va mettre en dehors de ce périmètre-là et on va garder pour, par exemple, une version très sportive, une déclinaison de ce produit, par exemple pour les heavy users. Pourquoi pas? Après, il y a des choses de l'ordre, du contexte. Donc tout ce qui est tracking du parcours, c'est pas assez précis pour les utilisateurs, qu'ils fassent des randos ou pas. Donc ça, non, niet. On l'enlève. Fini. Et la fonctionnalité, on va prendre une photo pour enrichir le parcours. Ça prend trop de temps, c'est évident. On le voit. 7, ça ne fonctionne pas. Quand un des utilisateurs, en fait, il prend son téléphone, il fait une photo et il le met comme ça. Il avait le petit bouton, comme ça en fait. Il ne faut même pas faire un lock. Donc ça, à un moment donné, tu vois le mec qui fait ça, tu lui poses une question, il t'explique, non mais attends, là c'est trop long. Tu appelles le client, tu commences à discuter et en fait, il y a une brique nouvelle de fonctionnalité qui est autour de l'unlock. Tu peux faire un unlock spécial juste pour tu peux avoir déjà des informations avant le unlock. Donc bref, c'est très riche, ça peut partir dans tous les sens. L'important c'est que tu as déjà fait tes tests pour répondre à tout un tas de questions avant. Le résultat, c'est que, tout ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, j'insiste sur un des points que Grandin a mis en avant, c'est-à-dire que un des points forts de la recherche, de ce qui est field, en fait, d'être en contexte avec l'utilisateur, c'est certainement que ça te permet de balayer certains points, en fait, que tu n'arriverais absolument pas à toucher parce que ça fait émerger des problèmes spécifiques au contexte. Mais un des points vraiment forts de la démarche, c'est que si ton client participe à la chose, tu as un buy-in monstrueux qui fait que tu peux faire derrière des changements qui ont vraiment du sens, en fait, et tu peux vraiment les faire, sur des trucs lourds. C'est-à-dire que nous, derrière, tu fais des petits tests et tu as une roadmap de V1, V2, V3 avec un dispatch des fonctionnalités sur 2 ans. Donc c'est quelque chose de très très lourd. Et ça, c'était aussi intéressant parce qu'ils étaient 2. Et justement, tu avais, encore une fois, un autre point, tu avais différentes équipes. Tu as l'équipe qui est en charge de ce produit et des contenus, et tu as l'autre responsable qui est en charge du marketing, qui voit que, voilà, en fait, nous, on a fait un truc qui est très expert, mais en fait, notre marque, elle ne va pas dans ça, elle va dans une autre direction. Donc tu as un buy-in qui est cross département, en fait, ce qui permet derrière de faire des choses assez poussées. Donc l'impact, c'est que le périmètre de lancement c'était réduit vraiment au cœur de ça, avec des fonctions qui migrent vers une V2 avec une roadmap de développement, plus tout un tas de corrections et améliorations sur la V1, les quick fix, mais aussi des big fix. Et en fait, là, c'était quick fix, on le fait tout de suite. Big fix, est-ce qu'on le fait ou on le met sur une fixe pour la V2? Donc on ajoutera cette nouvelle fonctionnalité, ce set de fonctionnalités. Morale, client enthousiaste,
et parce qu'ils participent aussi à la démarche. Bon, on est dans un domaine qui est assez jouissif aussi du point de vue du test, parce que les gens ils sont hyper engagés. C'est comme faire des tests avec des motards. Enfin, c'est des gens qui sont à bloc dans le truc, ils ont vraiment envie de contribuer. Le test, la photo que j'ai montrée au début, enfin, je l'ai retouchée parce qu'il faisait nuit. Donc, le mec, j'avais fait 4 heures. Et il m'avait amené dans l'endroit où son père l'amenait quand il était petit, dans le lac, dans la montagne. Donc, les gens, ils débordent, ils te racontent plein de choses. Donc, c'est aussi pour ça que ça marche. Hein? Pardon? Ça doit être vachement plus sympa de faire ça que pour Canard WC, c'est sûr. Bref. Ok, donc pourquoi on fait ça vraiment et là, je rejoins complètement Grandin, parce qu'en fait, il y a vraiment un split, enfin un désalignement total entre, pas total, mais souvent très très sévère, entre l'utilisateur réel et ce qu'on pense être l'utilisateur. Donc on va dire cadre dynamique, 30 ans, un peu geek. Alors la réalité souvent c'est qu'il a 30 ans mais il a 0 temps dispo, il s'en fout complètement de la techno et d'ailleurs si tu regardes son iPhone il est complètement pété en fait. Donc ça c'est juste un exemple, mais autre exemple, on reçoit des cahiers des charges, on va faire une application de recherche d'itinéraire sur des télé connectées pour les seniors parce que l'écran est grand et en plus la télé, ils utilisent beaucoup la télé donc ça va être plus user-friendly pour eux. C'est-à-dire, est-ce que vous avez jamais essayé de manipuler une interface de télé connectée? Enfin, il n'y a rien de plus impossible à utiliser. Enfin, tester, vraiment, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on est dans le fantasme. Après, il y a souvent, ça c'est une zone de recouvrement qui fait que tu as pensé quelque chose pour ton utilisateur. En fait, c'est juste pour ces gens-là. Et après, il y a des désalignements. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que souvent, ce n'est pas juste de désalignement, c'est de l'exclusion. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont juste coupés du truc, qui ne vont pas y arriver. Pour 1000 raisons. C'est pas le service n'est pas pertinent, et ça demande trop d'efforts, va savoir. Donc le but ultime, c'est d'avoir une idée claire, et ça le plus rapidement possible, de qui est l'utilisateur, de qu'est-ce qu'il fait, mais vraiment dans la vraie vie. Donc dans la vraie vie, là je pousse l'exemple à l'extrême, donc d'aller à 2000 mètres, mais l'idée c'est quoi le vrai comportement dans son contexte natif. Donc concrètement, l'app à 2000 mètres, c'est là qu'il faut l'utiliser, c'est là qu'on va voir comment ça marche, qu'est-ce qui se passe concrètement et comment elle va marcher. Et justement avoir les contraintes et les conditions les plus réelles possibles. Par exemple, en fait, j'ai pas de 3G. Donc là, on est à nouveau, c'est pas dans une démarche de recherche, c'est une démarche de recherche design. Donc typiquement, un autre exemple, c'est que moi j'appelle tous les gars tous les soirs pour leur dire ok, demain matin on se voit pour la rando, je te préviens, tu n'auras pas de 3G, donc les plans tu les télécharges à l'avance sur le Wi-Fi de chez toi. Alors il n'y en a aucun qui l'a fait, donc c'est très improbable que en fait ils vont le faire. Enfin, moi j'étais là pour les appeler et ils ne le faisaient pas. Et le point sur lequel j'insiste, le client est là et il voit la chose. Et par rapport à la question c'était toi qui disais, ça ne va pas biaiser la démarche. En fait, ça dépend. C'est-à-dire que il faut avoir des gens avec un peu de la bouteille pour que ça parte pas complètement dans tous les sens. Mais en même temps, si tu es là pour adresser le top 20% de ton périmètre fonctionnel, des améliorations que tu veux faire, c'est très bien. Enfin, tu n'as pas besoin de eye tracking sur ça. Parce que derrière, c'était des améliorations, enfin, c'était vraiment des gros blocs. Ok, ça, on va le bouger, ça, on le met après, mais ça, il ne faut pas le faire en rouge. Donc, recherche contextuelle, un outil très puissant. Il peut changer la représentation des utilisateurs dans l'organisation, ce qui a des conséquences sur comment la vision est traduite et justement ça a du coup un impact sur les projets et sur l'implémentation des services.
Ah ouais, ça c'est puissant si, enfin, on peut le lire aussi de l'autre manière. C'est puissant si ça a un impact. Donc encore une fois, il faut avoir les bonnes personnes en fait en face, du côté de l'organisation. Dans ce cas-là, il a un peu redéfini une stratégie produit et un périmètre de lancement initial. Quand? Alors c'était le point de tout à l'heure. En fait, ça peut arriver un peu à tout moment. C'est-à-dire que idéalement, il faut avoir une bonne idée de ce que tu fais tout au début, mais comme dans ce cas-là, ça peut être quelque chose aussi qui se passe pendant la phase de conception et pourquoi pas de manière itérative. Après, il faut voir par rapport à un tas de contraintes, parce que déjà, si tu n'as pas un truc qui fonctionne en live, c'est un peu compliqué d'aller le tester en live. Mais bon, ça peut être quelque chose qui arrive à la fin, ça peut être quelque chose que tu testes de manière un peu plus rapide et avec des volumes éventuellement réduits dans une phase de définition. Au début, au milieu, à la fin, ce n'est jamais trop tard en fait pour savoir qu'est-ce que les gens font. Et donc comment moi j'avais la GoPro et je me suis éclaté, mais en fait la vérité c'est que ça faisait, c'était un peu gadget, c'est-à-dire qu'après aller débobiner les 4 heures de randonnée en GoPro, déjà la GoPro elle tient pas 4 heures, donc, je vous dis ça, et tu n'auras jamais le temps vraiment où ça devient des budgets colossaux en fait, d'aller reprendre tout le truc. Donc, concrètement, avoir des gens bien qui sont à l'écoute, avoir des bons testeurs, avoir les bons interlocuteurs côté organisation et déjà avoir un iPhone avec de la batterie et sortir pour essayer de capter des insights intéressants, déjà c'est un bon début. Et ça, je reviens sur la question de 12 utilisateurs, 4 utilisateurs. Enfin, sortir et avoir une idée, c'est mieux que partir sur la base sur des bases qui sont totalement en fait. J'assume que le mec ils font ça et ce type d'utilisateur il va plutôt faire. Mais on n'en sait rien vraiment en fait. Et on pourrait être très très surpris et c'est ça en fait le truc qui est assez intéressant dans le fait que, moi ce qui m'intéresse en fait d'en rencontrer les gens, c'est que tu es toujours surpris par rapport aux mecs qui, je sais pas, les choses les plus impossibles, genre on teste une interface avec des malvoyants et ils sont beaucoup plus performants que les gens qui en fait voient bien. Parce qu'ils savent qu'ils ont un handicap, donc ils lisent vraiment ce qu'il a écrit sur les boutons. Et donc ils cliquent là où il y a marqué. Alors que les gens, normalement, ils cliquent n'importe où, en fait. Et donc du coup, c'est ça, le côté, c'est un peu unpredictability. Donc déjà, rien qu'avoir une appréhension du fait que ce n'est pas toujours là, que l'idée de l'utilisateur, ça ne correspond pas en fait à ce qu'on a en tête, les questions du doute, ça c'est fondamental. Et c'est un peu la question du design en fait. Il faut avoir cette question du doute, il faut être un peu sceptique. Il faut avoir un peu ça. Et alors ça, Ethnographic Research, c'est quand même un outil pour incarner et transformer le fait que je suis pas à l'aise. Attention, allons voir ce qui se passe. Allons voir dans une gare combien de gens se baladent comme ça. Très peu de monde. Alors, je ne vais pas faire une application pour j'en sais rien, pour rencontrer des gens dans la gare. Partons des bases observables. Bref. Juste 2 mots, parce qu'ici on est chez Nealit. Alors, à Thomas, nos locaux, design de services et produits simple, attractif et utilisable dans la vraie vie. Différents secteurs. Moi, je m'occupe de la partie recherche. Et après, disons que si on doit résumer en 3 mots, c'est recherche et stratégie, service design UX et design d'interface avancée. Merci.